54e section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 54e section. Les Romains se sont partout donné des peines énormes. Ils ont dépensé des sommes immenses pour avoir d'excellentes eaux à discrétion dans toutes les villes de leur empire. À Besançon, ils buvaient les eaux d'Arcier, montagne située à une assez grande distance de Besançon. Besançon est une ville assise dans l'intérieur d'un fer à cheval décrit par le Doubs. Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains pour boire l'eau que buvaient les Romains dans une ville arrosée par le Doubs est une de ces niaiseries qui ne prennent que dans une province où règne la gravité la plus exemplaire. Si cette fantaisie se logeait au cœur des Bisontins, elle devait obliger à faire de grandes dépenses, et ces dépenses allaient profiter à l'homme influent. Albert Savaron de Savarus décida que le Doubs n'était bon qu'à couler sous des ponts suspendus, et qu'il n'y avait de potable que l'eau d'Arcier. Des articles parurent dans la revue de l'Est qui ne furent que l'expression des idées du commerce bisontin. Les nobles comme les bourgeois, le juste milieu comme les légitimistes, le gouvernement comme l'opposition, enfin tout le monde se trouva d'accord pour vouloir boire l'eau des Romains et jouir d'un pont suspendu. La question des eaux d'Arcier fut à l'ordre du jour dans Besançon. À Besançon, comme pour les deux chemins de fer de Versailles, comme pour des abus subsistants, il y eut des intérêts cachés qui donnèrent une vitalité puissante à cette idée. Les gens raisonnables, en petit nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à ce projet, furent traités de ganaches. On ne s'occupait que des deux plans de l'avocat Savaron. Après 18 mois de travaux souterrains, cet ambitieux était donc arrivé, dans la ville la plus immobile de France et la plus réfractaire à l'étranger, à la remuer profondément, à y faire, selon une expression vulgaire, la pluie et le beau temps, à y exercer une influence positive, sans être sorti de chez lui. Il avait résolu le singulier problème d'être puissant quelque part sans popularité. Pendant cet hiver, il gagna 7 procès pour des ecclésiastiques de Besançon. Aussi, par moments respirait-il par avance l'air de la chambre. Son cœur se gonflait à la pensée de son futur triomphe. Cet immense désir, qui lui faisait mettre en scène tant d'intérêts, inventer tant de ressorts, absorbait les dernières forces de son âme démesurément tendue. On vantait son désintéressement, il acceptait sans observation les honoraires de ses clients. Mais ce désintéressement était de l'usure morale, il attendait un prix pour lui plus considérable que tout l'or du monde. Il avait acheté, soi-disant, pour rendre service à un négociant embarrassé dans ses affaires, au mois d'octobre 1834, et avec les fonds des Léopold Hannequin, une maison qui lui donnait le sens d'éligibilité. Ce placement avantageux n'eut pas l'air d'avoir été cherché ni désiré. Vous êtes un homme bien réellement remarquable, dit à Savarus l'abbé de Grancey, qui naturellement observait et devinait l'avocat. Le vicaire général était venu lui présenter un chanoine qui réclamait les conseils de l'avocat. Vous êtes, lui dit-il, un prêtre qui n'est pas dans son chemin. Un mot qui frappa Savarus. De son côté, Philomène avait décidé, dans sa forte tête de frêle jeune fille, d'amener monsieur de Savarus dans le salon et de l'introduire dans la société de l'hôtel de Rupt. Elle bornait encore ses désirs à voir Albert et à l'entendre. Elle avait transigé pour ainsi dire, et les transactions ne sont souvent que des trêves. Les Rouxey, terre patrimoniale des Watteville, valaient 10 000 francs de rente nette, mais en d'autres mains elle eût rapporté bien davantage. L'insouciance du baron, dont la femme devait avoir et eut 40 000 francs de revenus, laissait les Rouxey sous le gouvernement d'une espèce de maître Jacques, un vieux domestique de la maison Watteville, appelé Modinier. Néanmoins, quand le baron et la baronne éprouvaient le désir d'aller à la campagne, ils allaient aux Rouxey, dont la situation est très pittoresque. Le château, le parc, tout a d'ailleurs été créé par le fameux Watteville, dont la vieillesse active se passionna pour ce lieu magnifique. Entre deux petites Alpes, deux pitons dont le sommet est nu et qui s'appellent le Grand et le Petit Rouxey, au milieu d'une gorge par où les eaux de ces montagnes terminées par la dent de Villars tombent et vont se joindre aux délicieuses sources du Doubs,
Watteville imagina de construire un barrage énorme, en y laissant 2 déversoirs pour le trop-plein des eaux. En amont de son barrage, il obtint un charmant lac, et en aval 2 cascades, 2 ravissantes rivières, avec lesquelles il arrosa la sèche et inculte vallée que dévastait jadis le torrent des Rouxey. Ce lac, cette vallée, ces 2 montagnes, il les enferma par une enceinte, et se bâtit une chartreuse sur le barrage auquel il donna 3 arpents de largeur, en y faisant apporter toutes les terres qu'il fallut enlever pour creuser le double lit de ces rivières factices et les canaux d'irrigation. Quand le baron de Watteville se procura le lac au-dessus de son barrage, il était propriétaire des 2 Rouxey, mais non de la vallée supérieure, qu'il inondait ainsi, par laquelle on passait en tout temps et qui se termine en fer à cheval au pied de la dent de Villars. Mais ce sauvage vieillard imprimait une si grande terreur que, pendant toute sa vie, il n'y eut aucune réclamation de la part des habitants des Riceys, petit village situé sur le revers de la dent de Villars. Quand le baron mourut, il avait réuni les pentes des 2 Rouxey au pied de la dent de Villars par une forte muraille, afin de ne pas inonder les 2 vallées qui débouchaient dans la gorge des Rouxey, à droite et à gauche du pic de Villars. Il mourut ayant conquis ainsi la dent de Villars. Ses héritiers se firent les protecteurs du village des Riceys et maintinrent ainsi l'usurpation. Le vieux meurtrier, le vieux renégat, le vieil abbé Watteville avait fini sa carrière en plantant des arbres, en construisant une superbe route prise sur le flanc d'un des 2 Rouxey, et qui rejoignait le grand chemin. De ce parc, de cette habitation dépendaient des domaines fort mal cultivés, des chalets dans les 2 montagnes et des bois inexploités. C'était sauvage et solitaire, sous la garde de la nature, abandonné au hasard de la végétation, mais plein d'accidents sublimes. Vous pouvez vous figurer maintenant les Rouxey. Il est fort inutile d'embarrasser cette histoire en racontant les prodigieux efforts et les ruses empreintes de génie par lesquelles Philomène arriva, sans le laisser soupçonner, à son but. Qu'il suffise de dire qu'elle obéissait à sa mère en quittant Besançon au mois de mai 1835, dans une vieille berline attelée de 2 bons gros chevaux loués et allant avec son père au Rouxey. L'amour explique tout aux jeunes filles. Quand en se levant le lendemain de son arrivée au Rouxey, Philomène aperçut de la fenêtre de sa chambre la belle nappe d'eau sur laquelle s'élevaient de ces vapeurs exhalées comme des fumées et qui s'engageaient dans les sapins et dans les mélèzes en rampant le long des 2 pics pour gagner les sommets, elle laissa échapper un cri d'admiration. Ils se sont aimés devant des lacs, elle est sur un lac. Décidément un lac est plein d'amour. Un lac alimenté par des neiges à des couleurs d'opale et une transparence qui eût fait un vaste diamant. Mais quand il est serré comme celui des Rouxey entre 2 blocs de granit vêtus de sapin, qu'il y règne un silence de savane ou de steppe, il arrache à tout le monde le cri que venait de jeter Philomène. On doit cela, lui dit son père, au fameux Watteville. Ma foi, dit la jeune fille, il a voulu se faire pardonner ses fautes. Montons dans la barque et allons jusqu'au bout, dit-elle, nous gagnerons de l'appétit pour le déjeuner. Le baron manda 2 jeunes jardiniers qui savaient ramer et prit avec lui son premier ministre Modinier. Le lac avait 6 arpents de largeur, quelquefois 10 ou 12, et 400 arpents de long. Philomène eut bientôt atteint le fond qui se termine par la dent de Villars, la Jungfrau de cette petite Suisse. Nous y voilà, monsieur le baron, dit Modinier, en faisant signe aux 2 jardiniers d'attacher la barque. Voulez-vous venir voir? Voir quoi? demanda Philomène. Oh, rien, dit le baron. Mais tu es une fille discrète. Nous avons des secrets ensemble. Je puis te dire ce qui me chiffonne l'esprit. Il s'est ému depuis 1830 des difficultés entre la commune des Riceys et moi, précisément à cause de la dent de Villars, et je voudrais les accommoder sans que ta mère le sache, car elle est entière, elle est capable de jeter feu et flamme, surtout en apprenant que le maire des Riceys, un républicain, a inventé cette contestation pour courtiser son peuple. Philomène eut le courage de déguiser sa joie, afin de mieux agir sur son père. Quelle contestation, fit-elle. Mademoiselle, les gens des Riceys, dit Modinier, ont depuis longtemps droit de pâture et d'affouage dans leur côté de la dent de Villars. Or, monsieur Chanteny, leur maire depuis 1830, prétend que la dent tout entière appartient à sa commune, et soutient qu'il y a 100 et quelques années ont passé sur nos terres. Vous comprenez qu'alors nous ne serions plus chez nous.
Puis ce sauvage, on viendrait à dire, ce que disent les anciens des Riceys, que le terrain du lac a été pris par l'abbé de Watteville. C'est la mort des Rouxey, quoi. Hélas, mon enfant, entre nous c'est vrai, dit naïvement monsieur de Watteville. Cette terre est une usurpation consacrée par le temps. Aussi, pour n'être jamais tourmenté, je voudrais proposer de définir à l'amiable mes limites de ce côté de la dent de Villars, et j'y bâtirai un mur. Si vous cédez devant la République, elle vous dévorera. C'était à vous de menacer les Riceys. C'est ce que je disais hier au soir à monsieur, répondit Modinier. Mais pour abonder dans ce sens, je lui proposais de venir voir s'il n'y avait pas, de ce côté de la dent ou de l'autre, à une hauteur quelconque, des traces de clôture. Depuis 100 ans, de part et d'autre, on exploitait la dent de Villars, cette espèce de mur mitoyen entre la commune des Riceys et les Rouxey, qui ne rapportait pas grand-chose, sans en venir à des moyens extrêmes. L'objet en litige, étant couvert de neige 6 mois de l'année, était de nature à refroidir la question. Aussi fallut-il l'ardeur soufflée par la Révolution de 1830 aux défenseurs du peuple pour réveiller cette affaire par laquelle M. Chantony, maire des Riceys, voulait dramatiser son existence sur la tranquille frontière de Suisse et immortaliser son administration. Chantony, comme son nom l'indique, était originaire de Neufchâtel. « Mon cher père, dit Philomène, en rentrant dans la barque, j'approuve Modinier. Si vous voulez obtenir la mitoyenneté de la dent de Villars, il est nécessaire d'agir avec vigueur et d'obtenir un jugement qui vous mette à l'abri des entreprises de ce Chantony. Pourquoi donc auriez-vous peur? Prenez pour avocat le fameux Savaron. Prenez-le promptement pour que Chantony ne le charge pas des intérêts de sa commune. Celui qui a gagné la cause du chapitre contre la ville gagnera bien celle des Watteville contre les Riceys. D'ailleurs, dit-elle, les Rouxey seront un jour à moi. Le plus tard possible, je l'espère. Eh bien, ne me laissez pas de procès. J'aime cette terre et je l'habiterai souvent. Je l'augmenterai tant que je pourrai. Sur ces rives, dit-elle en montrant les bases des 2 Rouxey, je découperai des corbeilles, j'en ferai des jardins anglais ravissants. Allons à Besançon et ne revenons ici qu'avec l'abbé de Grancey, monsieur Savaron et ma mère, si elle le veut. C'est alors que vous pourrez prendre un parti, mais à votre place, je l'aurais déjà pris. Vous vous nommez Watteville, et vous avez peur d'une lutte? Si vous perdez le procès, tenez, je ne vous dirai pas un mot de reproche. Oh, si tu le prends ainsi, dit le baron, je le veux bien, je verrai l'avocat. D'ailleurs, un procès, mais c'est très amusant. Il jette un intérêt dans la vie. L'on va, l'on vient, l'on se démène. N'aurez-vous pas 1000 démarches à faire pour arriver au juge? Nous n'avons pas vu l'abbé de Grancey pendant plus de 20 jours, tant il était occupé. Mais il s'agissait de toute l'existence du chapitre, dit monsieur de Watteville. Puis l'amour-propre, la conscience de l'archevêque, tout ce qui fait vivre les prêtres y était engagé. Ce Savaron ne sait pas ce qu'il a fait pour le chapitre, il l'a sauvé. Écoutez-moi, lui dit-elle à l'oreille, si vous avez monsieur Savaron pour vous, vous aurez gagné, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Vous ne pouvez avoir monsieur Savaron pour vous que par monsieur de Grancey. Si vous m'en croyez, parlons ensemble à ce cher abbé, sans que ma mère soit de la conférence, car je sais un moyen de le décider à nous amener l'avocat Savaron. Il sera bien difficile de n'en pas parler à ta mère. L'abbé de Grancey s'en chargera plus tard, mais décidez-vous à promettre votre voix à l'avocat Savaron aux prochaines élections et vous verrez. Aller aux élections? Prêter serment? S'écria le baron de Watteville. Bah, dit-elle. Et que dira ta mère? Elle vous ordonnera peut-être d'y aller, répondit Philomène qui savait par la lettre d'Albert à Léopold les engagements du vicaire général. 4 jours après, l'abbé de Grancey se glissait un matin de très bonne heure chez Albert de Savarus, après l'avoir prévenu la veille de sa visite. Le vieux prêtre venait conquérir le grand avocat à la maison Watteville, démarche qui révèle le tact et la finesse que Philomène avait souterrainement déployés. « Que puis-je pour vous, monsieur le vicaire général » dit Savarus. L'abbé, qui dégoisa l'affaire avec une admirable bonhomie, fut écouté froidement par Albert. « Monsieur l'abbé, répondit-il, il m'est impossible de me charger des intérêts de la maison Watteville, et vous allez comprendre pourquoi. Mon rôle ici consiste à garder la plus exacte neutralité. Je ne veux pas prendre couleur et dois rester une énigme jusqu'à la veille de mon élection. Or, plaider pour les Watteville, ce ne serait rien à Paris, mais ici où tout se commente, je serai pour tout le monde l'homme de votre faubourg Saint-Germain. Et croyez-vous,
dit l'abbé, que vous pourrez être inconnu quand, au jour des élections, les candidats s'attaqueront. Mais alors, on saura que vous vous nommez Savaron de Savarus, que vous avez été maître des requêtes, que vous êtes un homme de la Restauration. Au jour des élections, dit Savarus, je serai tout ce qu'il faudra que je sois. Je compte parler dans les réunions préparatoires. Si monsieur de Watteville et son parti vous appuyaient, vous auriez 100 voix compactes et un peu plus sûres que celles sur lesquelles vous comptez. On peut toujours semer la division entre les intérêts, on ne sépare point les convictions. Eh diable, reprit Savarus, je vous aime, et puis faire beaucoup pour vous, mon père. Peut-être y a-t-il des accommodements avec le diable. Quel que soit le procès de monsieur de Watteville, on peut, en prenant Girardet et le guidant, traîner la procédure jusqu'après les élections. Je ne me chargerai de plaider que le lendemain de mon élection. Faites une chose, dit l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt. Il s'y trouve une petite personne de 18 ans qui doit avoir un jour 100 000 livres de rente, et vous paraîtrez lui faire la cour. Ah, cette jeune fille que je vois souvent sur ce kiosque. Oui, mademoiselle Philomène, reprit l'abbé de Grancey. Vous êtes ambitieux, si vous lui plaisez, vous seriez tout ce qu'un ambitieux veut être, ministre. On est toujours ministre quand à une fortune de 100 000 livres de rente on joint vos étonnantes capacités. Monsieur l'abbé, dit vivement l'Albert, mademoiselle de Watteville aurait encore 3 fois plus de fortune et m'adorerait qu'il me serait impossible de l'épouser. Vous seriez marié, fit l'abbé de Grancey. Non pas à l'église, non pas à la mairie, dit Savarus, mais moralement. C'est pire quand on y tient autant que vous paraissez y tenir, répondit l'abbé. Tout ce qui n'est pas fait peut se défaire. N'asseyez pas plus votre fortune et vos plans sur un vouloir de femme, qu'un homme sage ne compte sur les souliers d'un mort pour se mettre en route. Laissons mademoiselle de Watteville, dit gravement Albert, et convenons de nos faits. À cause de vous, que j'aime et respecte, je plaiderai, mais après les élections, pour monsieur de Watteville. Jusque-là, son affaire sera conduite par Girardet d'après mes avis. Voilà tout ce que je puis faire. Mais il y a des questions qui ne peuvent se décider que d'après une inspection des localités, dit le vicaire général. Girardet ira, répondit Savarus. Je ne veux pas me permettre, au milieu d'une ville que je connais très bien, une démarche de nature à compromettre les immenses intérêts que cache mon élection. L'abbé de Grancey quitta Savarus en lui lançant un regard fin par lequel il semblait se rire de la politique compacte du jeune athlète, tout en admirant sa résolution. Ah, j'aurais jeté mon père dans un procès. Ah, j'aurais tant fait pour l'introduire ici, se disait Philomène du haut du kiosque en regardant l'avocat dans son cabinet, le lendemain de la conférence entre Albert et l'abbé de Grancey, dont le résultat lui fut dit par son père. J'aurais commis des péchés mortels, et tu ne viendrais pas dans le salon de l'hôtel de Rupt, et je n'entendrais pas ta voix si riche. Tu mets des conditions à ton concours quand les Watteville et les Rupt le demandent. Eh bien, Dieu le sait, je me contentais de ces petits bonheurs. Te voir, t'entendre, aller au Rouxey avec toi pour me les faire consacrer par ta présence. Je ne voulais pas davantage. Mais maintenant, je serai ta femme. Oui, oui, regarde ses portraits, examine ses salons, sa chambre, les 4 faces de sa villa, les points de vue de ses jardins. Tu attends sa statue, je la rendrai de marbre elle-même pour toi. Cette femme n'aime pas d'ailleurs. Les arts, les sciences, les lettres, le chant, la musique lui ont pris la moitié de ses sens et de son intelligence. Elle est vieille d'ailleurs, elle a plus de 30 ans, et mon Albert serait malheureux. Qu'avez-vous donc à rester là, Philomène lui dit sa mère en venant troubler les réflexions de sa fille. Monsieur de Soulas est au salon, et il remarquait votre attitude qui, certes, annonçait plus de pensée qu'on ne doit en avoir à votre âge. Monsieur de Soulas est ennemi de la pensée demanda-t-elle. Vous pensiez donc dit madame de Watteville. Mais oui, maman. Eh bien non, vous ne pensiez pas. Vous regardiez les fenêtres de cet avocat. Occupation qui n'est ni convenable ni décente et que monsieur de Soulas, moins qu'un autre, devait remarquer. Et pourquoi dit Philomène. Mais, dit la baronne, il est temps que vous sachiez nos intentions. Amédée vous trouve bien, et vous ne serez pas malheureuse d'être comtesse de Soulas. Pâle comme un lys, Philomène ne répondit rien à sa mère, tant la violence de ses sentiments contrariés la rendit stupide. Mais en présence de cet homme qu'elle haïssait profondément depuis l'instant, elle trouva je ne sais quel sourire que trouvent les danseuses pour le public. Enfin elle put rire. Elle eut la force de cacher sa fureur qui se calma, car elle résolut d'employer à ses desseins ce gros et niais jeune homme. Monsieur Amédée,
lui dit-elle pendant un moment où la baronne était en avant d'eux dans le jardin, en affectant de laisser les jeunes gens seuls. Vous ignoriez donc que monsieur Albert Savaron de Savarus est légitimiste? Légitimiste? Avant 1830, il était maître des requêtes au Conseil d'État, attaché à la présidence du Conseil des ministres. Bien vu du dauphin et de la dauphine, il eût été bien à vous de ne pas dire du mal de lui, mais il serait encore mieux d'aller aux élections cette année, de le porter et d'empêcher ce pauvre monsieur de Chavoncourt de représenter la ville de Besançon. Quel intérêt subit prenez-vous donc à ce Savaron? Monsieur Albert de Savarus, fils naturel du comte de Savarus, oh, gardez-moi bien le secret de cette indiscrétion. S'il est nommé député, sera notre avocat dans l'affaire des Rouxey. Les Rouxey, m'a dit mon père, seront ma propriété. J'y veux demeurer, c'est ravissant. Je serais au désespoir de voir cette magnifique création du grand Watteville détruite. Diantre, se dit Amédée en sortant de l'hôtel de Rupt. Cette fille n'est pas sotte. Monsieur de Chavoncourt est un royaliste qui appartient au fameux 221. Aussi, dès le lendemain de la Révolution de Juillet, prêcha-t-il la salutaire doctrine de la prestation du serment et de la lutte avec l'ordre de choses à l'instar des Tories contre les Whigs en Angleterre. Cette doctrine ne fut pas accueillie par les légitimistes qui, dans la défaite, eurent l'esprit de se diviser d'opinion et de s'en tenir à la force d'inertie et à la providence. En but à la défiance de son parti, monsieur de Chavoncourt parut aux gens du juste milieu le plus excellent choix à faire. Ils préférèrent le triomphe de ses opinions modérées à l'ovation d'un républicain qui réunissait les voix des exaltés et des patriotes. Monsieur de Chavoncourt, homme très estimé dans Besançon, représentait une vieille famille parlementaire. Sa fortune, environ 15 000 francs de rente, ne choquait personne, d'autant plus qu'il avait un fils et 3 filles. 15 000 francs de rente ne sont rien avec de pareilles charges. Or, lorsqu'en de semblables circonstances un père de famille reste incorruptible, il est difficile que des électeurs ne l'estiment pas. Les électeurs se passionnent pour le beau idéal de la vertu parlementaire, tout autant qu'un parterre pour la peinture de sentiments généreux qu'ils pratiquent très peu. Madame de Chavoncourt, alors âgée de 40 ans, était une des belles femmes de Besançon. Pendant les sessions, elle vivait petitement dans un de ses domaines afin de retrouver, par ses économies, les dépenses que faisait à Paris monsieur de Chavoncourt. En hiver, elle recevait honorablement un jour par semaine, le mardi, mais en entendant très bien son métier de maîtresse de maison. Le jeune Chavoncourt, âgé de 22 ans, et un autre jeune gentilhomme nommé monsieur de Vauchelles, pas plus riche qu'Amédée, et de plus son camarade de collège, étaient excessivement liés. Ils se promenaient ensemble à Granvelle, ils faisaient quelques parties de chasse ensemble, ils étaient si connus pour être inséparables qu'on les invitait à la campagne ensemble. Philomène, également liée avec les petites Chavoncourt, savait que ces 3 jeunes gens n'avaient point de secret les uns pour les autres. Elle se dit que si monsieur de Soulas commettait une indiscrétion, ce serait avec ses 2 amis intimes. Or, monsieur de Vauchelles avait son plan fait pour son mariage comme Amédée pour le sien. Il voulait épouser Victoire, l'aînée des petites Chavoncourt, à laquelle une vieille tante devait assurer un domaine de 7 000 francs de rente et 100 000 francs d'argent au contrat. Victoire était la filleule et la prédilection de cette tante. Évidemment, alors le jeune Chavoncourt et Vauchelles avertiraient monsieur de Chavoncourt du péril que les prétentions d'Albert allaient lui faire courir. Mais ce ne fut pas assez pour Philomène. Elle écrivit de la main gauche au préfet du département une lettre anonyme signée « Un ami de Louis-Philippe », où elle le prévenait de la candidature tenue secrète de monsieur Albert de Savarus, en lui faisant apercevoir le dangereux concours qu'un orateur royaliste prêterait à Berryer et lui dévoilant la profondeur de la conduite tenue par l'avocat depuis 2 ans à Besançon. Le préfet était un homme habile, ennemi personnel du parti royaliste et dévoué par conviction au gouvernement de Juillet. Enfin, un de ces hommes qui font dire, rue de Grenelle, au ministère de l'Intérieur, « Nous avons un bon préfet à Besançon. » Ce préfet lut la lettre et, selon la recommandation, il la brûla. Philomène voulait faire manquer l'élection d'Albert pour le conserver pendant 5 autres années à Besançon. Les élections furent alors une lutte entre les partis et pour en triompher, le ministère choisit son terrain en choisissant le moment de la lutte. Ainsi les élections ne devaient avoir lieu qu'à 3 mois de là.
Quand un homme attend toute sa vie d'une élection, le temps qui s'écoule entre l'ordonnance de convocation des collèges électoraux et le jour fixé pour leurs opérations est un temps pendant lequel la vie ordinaire est suspendue. Aussi, Philomène comprit-elle combien de latitude lui laissaient pendant ces 3 mois les préoccupations d'Albert. Elle obtint de Mariette, à qui, comme elle l'avoua plus tard, elle promit de la prendre ainsi que Jérôme à son service, de lui remettre les lettres qu'Albert enverrait en Italie et les lettres qui viendraient pour lui de ce pays. Et, tout en machinant ses plans, cette étonnante fille faisait des pantoufles à son père de l'air le plus naïf du monde. Elle redoubla même de candeur et d'innocence en comprenant à quoi pouvait servir son air d'innocence et de candeur. Philomène devient charmante, disait la baronne de Watteville. Fin de la 54e section.